Eh bien, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Myriam, je suis juriste. J'ai été invitée par le collectif de Parents Chablais, que je remercie pour cette invitation. Donc, cette invitation, elle a eu lieu pourquoi? Parce qu'on a tous besoin de savoir, d'avoir des outils. C'est important d'avoir des outils et de savoir comment faire avec tout ce qu'on nous impose, comment est-ce qu'on peut faire pour comprendre déjà qu'est-ce qu'on nous impose. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est la liberté, ce n'est pas de faire ce que je veux, c'est de ne pas faire ce que je ne veux pas faire. Pas ce que je veux, c'est ce que je ne veux pas. Je ne veux pas me faire tester. J'ai la liberté, je dois avoir la liberté de ne pas me faire tester. C'est ça la liberté, c'est pas faire ce que je veux, c'est pas ça du tout. Alors comment on va faire? Il faut résister, il faut jouer la montre parce qu'il y a plein de choses qui se passent partout. Il y a des actions de partout, des actions au niveau local, c'est ce qu'on est en train de faire ici, des actions au niveau plus large, au niveau national, au niveau international, au niveau... et ça, ça met du temps. Ça met du temps, pourquoi? Parce qu'on a une société qui est en train de décliner vers le tout sécuritaire. Et là, le juridique, il peut pas tout faire, il peut pas arriver là et voilà, et dire non, la loi elle est comme ci, la loi elle est comme ça. Oui, il peut, mais si la société n'accepte pas ce que le juriste, ce que la loi vient dans la réalité vient expliquer, eh bien, le juriste tout seul il peut rien faire, il pourra pas tout faire en tout cas, et ça mettra beaucoup plus longtemps. Alors, je ne veux pas faire un cours de droit ou des institutions, mais je me suis quand même rendu compte sur ce plus d'un an et demi de crise sanitaire, nous dit-on, eh bien que les personnes ne connaissent pas le fonctionnement des institutions et encore moins le fonctionnement juridique. Et ça, c'est problématique parce que quand on connaît, quand on a la connaissance, quand on sait, eh bien on est quand même plus serein. On est moins en panique. Mince, on m'a dit ça, mais comment est-ce que je sais si c'est vrai ou pas? Les réseaux sociaux, c'est bien, mais alors il y a des informations qui fusent sur les réseaux sociaux qui sont fausses, qui sont très anciennes, qui sont plus d'actualité, elles continuent à tourner dans les réseaux sociaux, et nous, dans cette foison d'informations, on est souvent démunis de ne pas savoir, en fait, de démêler du vrai du faux. Il y a un minimum à savoir dans le droit, je pense, et ce minimum est de savoir... Ces textes, on nous parle de textes, la loi dit que, il y a un décret qui dit, alors un coup on a un décret, un coup on a une loi, et puis un coup ça date de mai, puis un coup ça date d'août, et puis un coup ça date de septembre, mais on ne sait plus où on en est. Donc l'objectif là, j'aimerais quand même d'expliquer un minimum sur les aspects juridiques, et notamment sur le fonctionnement de nos institutions et des textes juridiques. Alors en droit français, on a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, elle est matérialisée par une pyramide. C'est une pyramide. Au sommet, on a le bloc constitutionnel. Dans le bloc constitutionnel, on va retrouver de nombreux textes. On va retrouver la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On va retrouver le préambule de 1946, la Constitution de 1958, la Charte de l'environnement de 2005. On a tout un tas de textes, de principes constitutionnels qui se retrouvent dans le bloc de constitutionnalité. Ça, c'est ce qui est au sommet de la pyramide, tout en haut, bloc constitutionnel. En dessous, on a ce qu'on appelle le bloc de conventionnalité, c'est-à-dire tous les traités, les textes européens et internationaux, les conventions internationales, la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça, c'est dans le bloc de conventionnalité. En dessous, on a le bloc de légalité, l'égalité de loi. C'est-à-dire qu'on va retrouver la loi, les différentes lois, les lois organiques, les lois et les lois ordinaires, les ordonnances. En dessous, on aura tout ce qui est réglementaire, donc les décrets et les arrêtés. Et en dessous, tout en bas, on a les circulaires et les décisions individuelles. Voilà, tout en dessous. Donc, quand on regarde bien, quelle est la norme la plus importante dans la hiérarchie des normes en droit français? C'est le bloc de constitutionnalité dans lequel on retrouve la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme entre autres. Quand on a un texte, par exemple une loi, qui vient mettre en place des mesures, qui vient d'être adoptée, eh bien, il faut toujours qu'elle soit
en cohérence avec sa norme qui lui est supérieure, c'est-à-dire le bloc de conventionnalité avec les traités et les textes européens, etc., et la Constitution qui est au-dessus. Tout le temps. Un décret, il doit être tout le temps en cohérence avec les autres normes qui sont au-dessus. Quand il y a une incohérence entre les textes, c'est-à-dire une loi liberticide qui vient restreindre nos droits et libertés fondamentaux, on va regarder si elle est légale, si elle est juste ou pas, parce qu'il faut qu'elle soit en cohérence avec le bloc de constitutionnalité. Qu'est-ce que la Constitution garantit ? La Constitution garantit certes la sécurité, elle doit assurer la santé des citoyens français, mais pas que. Moi, quand on regarde, on a tout un tas de garanties. On a la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté religieuse, de l'enseignement, de réunion, d'association, le droit d'asile. On a tout ça comme libertés qui sont assurées par le bloc de constitutionnalité. Et pour autant, on a une loi, par exemple celles qui viennent de sortir, qui continuent à sortir, mais qui régit la vie des Français depuis mars de l'année dernière, qui sont complètement contre le bloc de constitutionnalité. Et pourtant, ça passe. Et là, en tant que juriste, moi, je me dis, mais il y a un problème. Quand on a une loi qui a été votée, le Conseil constitutionnel peut se prononcer peut donner son avis sur la loi qui vient d'être votée, ou le projet de loi, parce que là, du coup, on fonctionne plutôt en projet de loi. Donc, on soumet un projet de loi au Conseil constitutionnel pour valider la conformité de la loi par rapport aux principes constitutionnels. Donc ça, c'est les questions qu'on pose a priori, c'est-à-dire avant la promulgation de la loi. Qui peut le faire ? Le Premier ministre, les députés, enfin 60 députés, 60 sénateurs ou les présidents des chambres peuvent saisir le Conseil constitutionnel et poser des questions sur un projet de loi. Ça, c'est la conformité des lois a priori. Donc c'est ce qui a été fait, du coup, à chaque fois quand le Conseil constitutionnel a été saisi. Et on a aussi les questions a posteriori, c'est-à-dire avec une question prioritaire de constitutionnalité, ce qu'on appelle souvent, vous avez entendu parler, des QPC. La QPC, c'est quoi ? C'est une procédure qui a été mise en place pour que les citoyens, que depuis 2010, avant le citoyen lambda ne pouvait même pas poser les questions au Conseil constitutionnel. Donc il est saisi, le citoyen est dans une procédure devant un tribunal, et pendant cette procédure en instance, parce qu'il considère qu'un de ses droits ou une de ses libertés fondamentales a été atteinte, il pose, en même temps qu'il saisit le juge, il pose une question prioritaire de constitutionnalité pour savoir, ben voilà, moi, ce droit-là, cette liberté-là a été atteinte, je considère que, donc je pose la question au Conseil constitutionnel. C'est ce qui s'est passé, par exemple, sur un exemple pour vous montrer la QPC, une des personnes qui avait été suspendue par sa hiérarchie parce qu'elle n'était pas vaccinée. Mais le juge a quand même considéré qu'à l'issue de son arrêt maladie, qu'elle avait le droit de reprendre ses fonctions sans être vaccinée, le temps que le Conseil constitutionnel réponde à la QPC qui lui avait été posée par la requérante. Ensuite, il ne suffit pas qu'une loi soit adoptée. Par exemple, le Parlement a adopté une loi. Quand le Parlement a adopté le dernier projet de loi, elle n'était pas encore en vigueur parce qu'il faut qu'elle soit publiée. Aucune loi ne peut être applicable si elle n'est pas publiée. Donc ça, c'est vraiment des règles qu'il faut connaître parce que, par exemple, après l'allocution d'Emmanuel Macron le 12 juillet, qui disait qu'il fallait que les soignants se fassent vacciner, mais ils sont tous partis se faire vacciner comme si Grand Chef s'était réveillé un matin ou un soir et il avait dit « à partir de demain, tout le monde vacciné ». Mais non, c'est juste une annonce, il a juste un effet d'annonce. Le président n'a pas la compétence pour adopter une loi. La compétence, elle est donnée au Parlement. Qui est le Parlement ? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale. Ça, c'est le Parlement. Il faut que les chambres se mettent d'accord. Si elles ne se mettent pas d'accord, elles partent en commission mixte paritaire. Vous l'avez entendu, ces mots-là. On se demande, mais c'est quoi tout ça ?
Donc, en commission mixte paritaire, ils sont censés réussir à se mettre d'accord sur un texte. S'ils ne se mettent pas d'accord sur le texte de la commission mixte paritaire, ça revient à l'Assemblée nationale pour un nouveau vote, mais sur le texte initial, pas sur le texte qui a été modifié, qu'on dit en droit amendé, avec des amendements apportés par les sénateurs. C'était le cas là, ce qui s'est passé dernièrement, où personne ne comprend plus finalement, mais les enfants, les mineurs, ils sont soumis au pass sanitaire ou pas? Parce qu'à un moment, il était question de ça. Ben oui. Le Sénat avait apporté cette modification au projet initial que l'Assemblée nationale avait voté. Mais dans le projet initial et dans l'adoption de l'Assemblée nationale, il n'y avait pas cette suppression du pass sanitaire pour les enfants. C'est le Sénat qui a apporté cette modification. Ensuite, ils sont allés comme il y a eu deux textes différents, ils vont en commission mixte paritaire. Et donc, ils ne sont pas mis d'accord. Ça a duré quelques minutes, d'ailleurs. On n'a jamais vu ça, mais jamais vu ça. On parle de démocratie, on a juste un titre. Mais le contenu, le mode de fonctionnement n'existe plus. Il n'y a plus de démocratie. La sécurité juridique, comme on l'appelle, par la hiérarchie des normes, où on sait, ah ben ça, cette loi, non, ben ça passe pas. Dès que ça arrivera au Conseil constitutionnel, ça va être retoqué, parce qu'elle porte trop atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Et puis ça passe. Donc là, on se dit, mais comment ça se fait? Donc, commission mixte paritaire, c'est pas mise d'accord. Le texte est revenu à l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'en France, dans la Constitution, c'est prévu que l'Assemblée nationale en droit interne français a le dernier mot. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'Assemblée nationale a revoté le texte comme il était prévu au départ. Le Sénat n'a pas été d'accord parce qu'il n'était pas d'accord, notamment par exemple sur la date de fin. Il voulait le 28 février, l'Assemblée nationale voulait le 31 juillet. Et donc, quand le texte est revenu pour dernier mot à l'Assemblée nationale, eh ben, c'est le texte de l'Assemblée nationale qui est passé. Ouais. Il y avait à peine 300 députés qui ont voté. Sur le dernier texte, je crois qu'il y en avait encore moins. Les 300, c'était sur le tout premier. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on revotait, il y en avait de moins en moins. Ouais. Puis on les vote à 3 heures du mat. Ouais. Exactement. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec une loi qui a été adoptée sans aucun débat, sans un réel débat, en tout cas, et qui va, en tout cas, jusqu'en 31 juillet 2022. Mais cette loi, en fait, et c'est là qu'il y a un truc qui ne va pas, encore une fois, c'est quelque chose qui ne va pas, c'est que cette loi, elle donne la possibilité au gouvernement d'utiliser le pass sanitaire au cas où ce soit nécessaire. Voilà. Donc le 10 novembre, cette loi, elle disait ça. Et puis le 10 novembre, le même jour, il y avait déjà le décret d'application de la loi. Voilà. Donc le ministre de la Santé a certainement considéré que c'était nécessaire, mais ça serait bien qu'on puisse avoir accès au rapport qui nous permettent de savoir comment est-ce qu'il a considéré que c'était nécessaire de mettre tout de suite en place là maintenant le pass sanitaire alors que c'était seulement au cas où ce soit nécessaire. Il y a des choses qui sont en cours au niveau juridique, de juristes et avocats, qui travaillent sur ce sujet-là par exemple. Voilà, c'est des points qu'on soulève comme ça. Donc, pour vous expliquer cette foison de lois qui existe, on a des lois, des décrets, des changements de lois, et comment ça se fait que... Alors, on a des régimes juridiques d'état d'urgence ou de sortie d'état d'urgence. Là, on n'est pas en état d'urgence. On est en sortie d'état d'urgence. Et là, du coup, mais on a autorisé quand même que la loi du 23 mars qui donne la possibilité de prononcer l'état d'urgence jusqu'au 31 juillet 2022. Donc là, aujourd'hui, le gouvernement il a la possibilité, à tout moment jusqu'au 31 juillet 2022, de déclarer l'état d'urgence. Voilà. Non, on est en sortie. Mais, on est en sortie. C'est comme si on y était encore. On appelle sortie, mais dans le contenu, pour moi, c'est comme si on y était. Ah bah carrément, ouais. Je crois qu'on y était.
Donc, pour vous expliquer l'histoire des différentes lois, pour que vous puissiez comprendre comment ça marche et pour que vous puissiez vous débrouiller. Vous avez la loi du 31 mai. Cette loi a été modifiée par la loi du 5 août. C'est-à-dire la loi qui est venue imposer l'obligation vaccinale et qui est venue aussi étendre le pass sanitaire qui avait déjà été étendu, qui avait déjà été pour certaines situations très très minimes, très très à la marge, disait le Conseil d'État. Non, mais on accepte parce que c'est que pour certains grands événements, n'est-ce pas? Donc on a une extension du pass sanitaire très très large du coup, une obligation vaccinale pour certaines catégories de personnes, selon leur métier ou selon leur lieu d'exercice. Vous avez des techniciens de maintenance, ils ne sont pas du tout soignants. Pourtant, quand on écoute le président de la République le 12 juillet, « Ah mais non, mais on oblige les soignants parce qu'ils sont en contact avec les personnes vulnérables et fragiles. » Technicien de maintenance, il faut bien que vous fassiez attention quand vous faites vos recherches. Allez voir sur Légifrance. Cliquez sur Légifrance, comme ça vous aurez vraiment le texte sur lequel vous pouvez vous appuyer pour connaître quels sont vos droits et quelles sont vos obligations, si on vous en impose. Mais pensez à regarder la date d'aujourd'hui. Vous aurez un onglet tout en haut, vous aurez la date qui est affichée et la date, le texte qui est affiché et le texte qui est en cours à la date qui est affichée. Donc quand vous cherchez la loi du 31 mai, vous aurez la version du 1er juin, enfin la version du 31 mai, parce que le 31 mai, elle est publiée et elle est en vigueur à partir du 1er juin, toujours un jour après. Et si vous regardez la loi, si vous lisez la loi du 31 mai à la date du 1er juin, vous n'aurez pas la moitié de ce qu'on nous impose aujourd'hui. Donc il faut aller cliquer sur aujourd'hui pour avoir la dernière version. Ça, c'est important parce que souvent, on a vu dans les réseaux sociaux, oui, c'est pas vrai, il y a eu des choses qui se sont dites, mais c'est pas vrai, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Mais si, il faut juste aller voir la bonne date. Quand vous regardez les décrets, allez voir la date, le contenu du décret, mais à la date de la dernière modification. Parce qu'en fait, on a la loi du 31 mai, le décret du 1er juin qui l'applique, mais qui ont été modifiés par plein d'autres lois et d'autres décrets. Et donc, si vous voulez connaître la dernière version de tout ça, il faut regarder à la date d'aujourd'hui. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous avez la dernière version. Et vous verrez, quand vous avez tout le décret qui vous affiche, il y a pas mal d'articles, hein, mais il y a des titres des chapitres, vous regardez les chapitres qui vous intéressent. Vous verrez devant chaque article, modifié par la loi du ou modifié par le décret du. Et là, vous saurez quelles ont été les modifications. Vous avez même un onglet qui s'appelle version. Quand vous cliquez dessus, vous avez toutes les modifications, toutes les versions de cet article-là. Que de cet article-là. Donc ça vous permet de voir un peu, peut-être, si vous en avez envie, comment cet article il a évolué en fait. Tout ça, ça vous permet d'avoir les bonnes infos et d'aller savoir qu'est-ce que vous avez vraiment le droit de faire et qu'est-ce qu'on a vraiment le droit de vous imposer. Donc, l'idée, c'est de savoir comment elles sont applicables pour qu'on puisse savoir et pour qu'on puisse les appliquer. Mais vraiment, l'objectif, c'est vraiment de prendre les textes tels qu'ils sont et puis de les connaître pour les jouer en notre faveur. Alors, il y a des choses, on ne pourra pas... c'est comme ça, on ne pourra pas faire autrement. Ça ne nous plaît pas, mais ça, il faut les attaquer, ces textes. Mais il y a des choses qui sont en notre faveur. Il y a des choses qui marchent, et c'est dans les textes, et qu'on peut utiliser. En attendant que tout ça se passe, en attendant que les choses se fassent juridiquement, il faut jouer la montre. Et comme disait Étienne de la Boétie, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est juste impressionnant ce livre. Le discours de la servitude volontaire. J'ai bien dit volontaire, je ne me suis pas trompée. Hein. C'est la servitude volontaire. Les personnes, les gens veulent se soumettre. Il y a tout un tas d'explications. Il l'explique très très bien. Hein. Et puis on a en plus des personnes qui ont repris et qui font une très très bonne explication et analyse de l'œuvre d'Étienne de la Boétie. On parle du 15e siècle. Hein. Non, 16e, 1500. 16e siècle. Hein.
Je ne parle pas juste là de quelqu'un qui vient d'écrire un truc. Non, 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 je parle de Étienne de la Boétie du XVIe siècle. C'était un jeune homme de lettres, juriste aussi, et qui comprenait pas comment est-ce que les gens aimaient être serviles. Comment est-ce qu'on pouvait accepter de renoncer à sa liberté parce qu'on nous propose banquets, spectacles, jeux. Ça vous rappelle quelque chose? C'est l'Antiquité, enfin c'était les, comment ça s'appelle, les Romains. Du pain et des jeux. Aussi. Ouais. Ça nous rappelle aujourd'hui, surtout. Ben oui. Oui, mais en roman. Mais on avait Juvénal qui en parle aussi au IIe siècle. Deuxième. Ce qui engendre du réconfort, etc. Ah bah ça. Psychologie. Ah bah oui. Donc, Ça rassure. mais je sais pas qui ça rassure, moi ça me rassure pas du tout. Moi non plus. Mais voilà. Donc, à un moment donné, moi je dis, ok, avec le pass sanitaire, on ne le prend pas. On ne l'a pas, parce qu'on ne s'est pas fait tester, on ne s'est pas fait vacciner, on n'a pas le certificat de rétablissement. Mais on ne pourra pas donc accéder aux établissements qui nous demandent le pass sanitaire pour y accéder. Alors après, il y a deux choses. C'est où vraiment ces établissements ont vraiment le droit de demander le pass sanitaire pour pouvoir y accéder. Et là, dans ce cas, bon, bah, à part saisir le procureur de la République pour discrimination sur état de santé, bon, ou de ne pas y aller du tout, on n'a pas beaucoup de possibilités d'y aller. Mais après, on peut se dire, mais moi, je n'y vais pas parce qu'on m'en empêche. Je n'y vais pas parce que je ne cautionne pas tout ça. Alors oui, demain, on va me dire, mais oui, mais comment je fais pour... Et si on me demande le pass sanitaire pour faire mes courses? Bon, on verra. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On vous demande le pass sanitaire pour certaines choses. Bah, peut-être qu'on peut créer ces certaines choses autrement, avec d'autres personnes, ailleurs. Mais moi, je suis persuadée que si on n'avait pas accepté le pass sanitaire pour l'activité de nos enfants, si tous les parents, ou la moitié des parents s'étaient révoltés contre le pass sanitaire, contre devoir tester ces gamins toutes les semaines, ou même à les vacciner parce que c'était plus simple, on n'aurait plus rien. On n'aurait plus rien. Parce que pour les compétitions, on verra tout à l'heure, il y a plein d'endroits, plusieurs établissements qui demandent le pass sanitaire, mais ils n'ont même pas le droit de le demander. Mais même quand ils sont autorisés par les textes, et que demandent un pass sanitaire, je pense par exemple aux compétitions. Les enfants, pour la compétition, c'est bien écrit, noir sur blanc, il faut un pass sanitaire. Voilà. Il faut présenter patte blanche pour aller se faire la compétition. Mais si la moitié des gamins avaient arrêté d'aller en compétition, les fédérations, elles seraient déjà montées au créneau, je peux vous garantir que le gouvernement serait déjà revenu en arrière pour les mineurs. Mais comme tout le monde va aux compétitions, les compétitions, elles ont lieu comme d'hab. Il manquera quelques enfants. Mais du coup, ça n'empêche pas l'organisation de la compétition. Et du coup, on continue. On continue. Alors, il faut, bien sûr, quand on est tout seul, qu'on a son gamin qui veut faire la compétition, qui est en sport et qui est en haut niveau en plus, c'est difficile. Les enfants aussi doivent apprendre à faire des choix. Si on leur apprend à tout accepter. Et si on est plusieurs parents à se regrouper dans un même club, eh bien ça va faire effet boule de neige. Mais pour ça, ben, il faut que le parent se responsabilise, qu'il n'attende pas que Messi arrive et que, je pense à Messi, ce qu'on appelle, on a des avocats qui font beaucoup d'actions, et on attend, on espère qu'il va réussir son action, et en attendant, on accepte tout. Mais du coup, le juridique tout seul n'y arrivera pas, c'est la société. Je vais vous donner un exemple, il est très simple. Le code pénal, il n'a pas été modifié pendant des années. Il a subi une modification en 1994, le code pénal. Et pendant des années, des dizaines d'années, il n'a pas subi de modification. Et pourtant, on avait, dans les années 30, à peu près 30-40, des femmes qui étaient verbalisées parce qu'elles étaient en bikini sur la plage. Et dans les années 70, on avait des femmes en topless sur la plage qui n'étaient pas verbalisées. Ben, comment ça se fait? On a le même code pénal et pourtant,
on verbalisait parce qu'elle montrait un bout de jambe dans les années 30-40, et puis on verbalisait plus rien du tout parce qu'en plus, alors qu'elle montrait un bout de sein. Bah, c'est les mœurs. C'est la société. C'est la société qui l'accepte. C'est les juges qui font partie de la société et qui sont influencés. Ils sont influencés par la société. Puisque c'est la société, c'est eux, ils vont faire leurs courses, ils ont des enfants, ils vont au cinéma, ils vont au spectacle, ils font des voyages. Mais on a eu un changement de mœurs, un changement de pensée de la société. Et c'est ce changement de pensée de la société qui peut aider le juridique. Sans ça, ben ça va être difficile et beaucoup plus long. Et comment, tout à l'heure je parlais d'Étienne de la Boétie, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut informer la société. Il faut informer, réinformer la société, mais pas avec des élucubrations qu'on peut entendre, qui viennent de je ne sais pas d'où et que je ne sais pas d'où. Prenez juste là les textes, les factuels, restez factuels. Il se passe ça alors qu'ils n'ont pas le droit. Alors que normalement, ce n'est pas possible. Je vous rappelle le préambule des droits, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les droits et libertés fondamentaux sont inaliénable. Ça veut dire quoi, inaliénable? Ça veut dire qu'on ne peut pas y toucher quoi qu'il advienne. On ne peut pas. Convention d'Oviedo, article 2. Qu'est-ce qu'il dit? Les États l'ont ratifié. C'est rentré dans le droit interne. Qu'est-ce qu'il dit, cet article 2? Il dit que le bien-être de la société ne peut pas primer sur le bien-être individuel. Eh bien, pourtant, on nous dit que par solidarité, soi-disant, il faut se faire vacciner, montrer patte blanche, mettre un masque. Mais là, ça c'est la propagande, c'est le moyen utilisé de manière marketing pour pouvoir imposer certaines choses. Et où est-ce qu'on va avec tout ça? Mais il suffit de lire le rapport du Sénat lui-même, du 3 juin 2021, numéro 673, c'est public. Vous pouvez taper sur Google, rapport du Sénat, numéro 673. Eh bien, vous lirez. Il fait 180 pages. Mais lisez juste le sommaire. On considère que pour éviter les prochaines pandémies et pour mettre à bout cette pandémie-là, eh bien, il faut mettre en place les outils numériques, les outils de surveillance. C'est ça l'objectif final, hein. Et puis en plus, on prévoit tout un chapitre pour la Chine et le crédit social chinois. Ah ben, on les a beaucoup critiqués. Mais finalement, quand on regarde bien, c'est quand même un des pays qui a eu le moins de morts suite au Covid. Pourquoi? Grâce aux outils de surveillance. Mais c'est écrit noir sur blanc. Donc, je sais que tout seul, c'est difficile. Mais regroupez-vous entre parents. Il faut vraiment se soutenir parce que nous... en plus, on est sur moi, je considère qu'on est sur la courbe du deuil depuis plus d'1 an. Donc, le deuil, c'est quoi? C'est quand on nous a enlevé un confort. On fait le deuil d'un confort. Donc, on a la phase du deuil où on décline, on n'est pas bien. Et puis bon, après, on est dans la phase d'acceptation. Et on nous remet un nouveau décès, un nouveau décès de confort. Et bien, on redécline. Et hop, notre capacité humaine à remonter, hop, on remonte. Mais on n'a pas tous la capacité humaine à remonter. La preuve, c'est qu'il y a eu beaucoup de suicides, beaucoup de dépressions, parce qu'ils n'ont pas eu cette capacité à remonter, parce que peut-être que quand il y a eu ça, ils étaient déjà pas bien, donc ça faisait trop. Et on est sur cette courbe du deuil. Et du coup, à un moment donné, et c'est ça, c'est l'usure. L'usure. Donc, il faut qu'on réussisse à tenir. Mais on tient comment? Par l'humain, par être ensemble. Donc, j'avais repris, lors du décret du 7 août, j'avais fait un travail, j'avais recopié, en fait, tout simplement, tous les articles de la loi, du décret du 7 août. Parce qu'il ne faut pas oublier, oui, j'ai oublié de dire une chose, on a la loi qui vient poser le cadre général des mesures qui ont été adoptées, et ensuite on a le décret, on va dire que c'est le mode opérationnel de la loi. C'est ça la différence entre loi et décret. On a la loi, cadre général, décret qui vient expliquer le mode opérationnel de la loi. Alors on peut se dire, mais alors ça veut dire que s'il n'y a pas de décret d'application, eh ben, la loi n'est pas applicable. Alors oui et non. C'est le cas, la loi n'est pas applicable sans décret d'application si la loi n'est pas assez claire pour être appliquée tout de suite. Parce qu'on a considéré que l'administration pouvait prendre un petit peu de temps.
et il fallait, dès que la loi était promulguée, il fallait quand même la mettre en application. Donc si on a suffisamment d'éléments dans la loi, on peut la mettre en application, sinon on prévoit un décret qui vient donner le mode opérationnel de la loi. Ou alors on a dans la loi un article qui dit « cet article sera en vigueur ou sera applicable après avis de la Haute Autorité de Santé », comme il y a eu à un moment donné un doute qui planait sur le décret sur la vaccination, etc., sur le fait que la Haute Autorité de Santé n'avait pas encore donné son avis, l'avait donné, l'avait pas donné. Voilà, ça planait le doute là-dedans. Mais vous lisez l'article maintenant, vous savez comment faire, vous lisez l'article. Si l'article est écrit, qu'il est suffisamment clair et qu'il peut être appliqué, bon, bah, vous savez qu'il est applicable. Vous savez qu'il faut ou un décret, et que c'est précisément indiqué qu'il faut un décret ou un avis de je ne sais pas de qui, ou le rapport du ministre ou du conseil scientifique, ou peu importe. Du coup, alors il faut aller chercher ce rapport et il faut essayer de voir ce qui est écrit dedans. Donc on a eu cette loi du 5 août et on a eu le décret du 7 août. Et là, dans le décret du 7 août, je l'avais repris, et quand on regarde l'article... et vous regarderez aussi sur les autotests. Les autotests étaient possibles jusqu'au 14 octobre. C'était prévu. Et à partir du 15 octobre, les autotests n'étaient plus possibles. Le Conseil d'État s'est prononcé, et au 29 octobre, il a dit non, on suspend ce décret du 14 octobre, les autotests sont acceptés. 29 octobre. Aujourd'hui, les pharmacies ne sont toujours pas au courant, on est le 17 novembre, elles ne sont toujours pas au courant qu'elles peuvent pratiquer les autotests. Mais j'ai l'arrêté du 10 novembre 2021. L'arrêté, c'est-à-dire, c'est le document que les pharmacies ont besoin pour pouvoir faire les autotests. Cet arrêté, du coup, bon alors ça, moi je fais des copies-coller parce que comme ça c'est plus facile à lire. Parce que quand vous lisez les textes de loi, on a, ça on l'a souvent, on l'a beaucoup dans la loi du 5 août. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein, que tel article est modifié selon l'article 4312 du Code de la santé publique. Ah bah, ça me fait de belles jambes, ça. Ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher où est-ce que je vais trouver cet article du Code de la santé publique. Ah mais non, mais là, du coup, si on n'est pas habitué à ce type de texte, on est perdu. Puis on n'a même plus envie d'aller. On tombe, on baisse les bras. Alors que l'une est censée ignorer la loi. Oui, ben ça c'est quand il y a une loi par an. C'est pas quand il y a une loi tous les jours. D'accord. Ouais. Je voudrais juste une confirmation. C'est vrai qu'on entend souvent dire qu'un décret ne peut pas abroger une loi. Ah non, le décret dans la pyramide Complète une loi, c'est ça? Elle donne le mode opérationnel, elle ne complète pas. Elle dit comment. Voilà. Vous voyez, et par exemple, l'arrêté, lui, il va dire encore plus, il va rentrer encore plus. À chaque fois qu'on descend dans la norme, dans la pyramide, les textes, ils seront de plus en plus détaillés. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a vu souvent sortir des décrets, mais on n'avait pas la loi. Ah si, on a toujours la loi, elle arrive, elle est d'avant. Là, par exemple, il y a eu plein, quand vous regarderez le décret du 1er juin, par exemple, vous verrez devant plein d'articles modifiés par le décret temps, modifiés par le décret de telle date, modifiés par le décret de telle date, et ainsi de suite. Et vous en avez plein. En fait, c'est la vie d'un décret, c'est de pouvoir rajouter, modifier, supprimer, abroger. Voilà, c'est ça le décret. Mais on a toujours la loi du 31 mai, le décret du 1er juin, ça, ce sont les textes, je dirais, principaux. Ce sont les textes qui régissent notre vie aujourd'hui. Hein. On parle que de ça. Hein. Donc, tout est là, tout est dedans. Vous avez besoin de savoir un truc, vous allez voir, vous prenez cette loi, vous prenez ce décret, c'est dedans. Et donc, ça veut dire que s'il y a un changement de gouvernement, il change tous les décrets. Ah De non. la loi, là. Ah bah non. On peut. Tant qu'il n'y a pas de loi qui vienne modifier la loi antérieure, ou alors parce qu'on a une date de fin, par exemple là on avait la date, on va prendre celle du 10 novembre, la date de fin c'est 31 juillet 2022. S'il n'y a pas une date, s'il n'y a pas une nouvelle loi pour le 1er août, c'est fini. C'est fini. Et si on veut le 15 janvier modifier la loi, on va venir modifier les dispositions en disant que telle disposition est abrogée. Ça veut dire qu'elle n'est plus en vigueur. L'abrogation, ça veut dire qu'on enlève cette disposition à partir de la date où elle est abrogée, où elle est enlevée, en fait. C'est ça, abrogée.
Et donc, si on n'a pas une loi qui vient modifier la loi du 31 mai, eh bien, elle est en vigueur jusqu'au 31 juillet 2022. C'est ça que ça veut dire. Et le décret, du coup, comme il est d'application de la loi, eh bien, il va courir sur le même temps et il va subir ces modifications comme il subit le décret du 1er juin. Quand vous prenez un article et vous voyez les versions, il y en a qui ont 5-6 versions déjà. Hein. Ils ont été modifiés de nombreuses fois. Et donc là, et c'est comme ça qu'on va changer les dispositions sur le temps qui court jusqu'au 31 juillet 2022, en tout cas tant que la loi est en vigueur. Et on va changer certains modes opérationnels, comme on a fait pour les autotests. Les autotests, c'était prévu par le décret du 7 août, qui est venu modifier le décret du 1er juin. Et donc, au 14 novembre, c'est l'article 2.2, je crois. Oui, c'est ça, c'est l'article 2.2. Au 1er juin, le 6 août, l'article 2.2 n'avait pas les autotests. Et au 7 août, l'article 2.2 avait rajouté les autotests. Et au 15 octobre, il avait supprimé les autotests. Et d'ailleurs, quand vous regardez à la date d'aujourd'hui, pourtant aujourd'hui, les autotests n'y sont toujours pas. D'ailleurs, le gouvernement a été saisi justement, parce qu'ils n'ont toujours pas, le gouvernement n'a toujours pas rajouté les autotests dans le décret, alors qu'il devrait. C'est pour ça en fait que du coup les pharmacies, elles se retrouvent un petit peu comme ça, mais à me dire mais moi j'ai pas... Ok, le Conseil d'État, lui, il a une force de choses, enfin, il a une force immédiate. Le lendemain, 29 octobre, le Conseil d'État, il a dit on suspend le décret du 14 octobre. Le 30 octobre, tout aurait dû être changé. On est le 17 novembre, ça n'y est toujours pas. Donc c'est bien, on se dit, mais pourquoi le gouvernement il tarde tant à informer les gens que les autotests sont possibles? Par contre, comment faire les autotests? Donc, vous pouvez prendre cet arrêté, vous allez sur Légifrance, vous l'imprimez et vous les emmenez au pharmacien pour faire les autotests sous supervision. Et est-ce qu'un pharmacien peut refuser? Oui. Il le faisait avant, il peut refuser? Bien sûr, parce que ce n'est pas une obligation pour le pharmacien de le faire. Voilà. Mais oui. Mais c'est une possibilité. Les autotests sont une possibilité, ce n'est pas une obligation. Et les autotests, c'est qui peut les faire? Une infirmière, elle peut les faire? Elle est obligée de les faire? Non, elle n'est pas obligée. Il n'y a toujours pas d'obligation. Un médecin, un biologiste, un infirmier, un pharmacien peuvent faire les autotests. On peut être supervisé par ces personnes-là. Si elles sont connectées au CIDEP, elles peuvent le faire. Ce n'est pas que les pharmacies. Si vous avez un infirmier qui est connecté au CIDEP, il peut le faire. Et l'autotest qu'on se fait soi-même avec... Avec l'attestation sur l'honneur. Oui. Moi, je dirais que tant que vous pouvez l'utiliser, faites-le. Utilisez-le. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on vous l'accepte. Parce qu'on va vous sortir tout un tas de raisons. Mais là, en plus, je crois que Maître Brouza a rédigé une nouvelle attestation, une nouvelle version d'attestation. Donc, il faudra voir sur son site internet. Mais je veux dire, tant que vous l'utilisez, s'il n'y a pas un enjeu, par exemple, et que vous voulez l'utiliser, parce que pour X raisons, vous n'entrez pas dans le système parce qu'il n'y a pas un traçage dans le système, et vous pouvez quand même accéder à certains lieux et établissements. Mais je dirais quand même que si l'objectif, c'est quand même de sortir du système, donc là on sort quand même en partie du système, mais si on continue d'alimenter les personnes qui reçoivent ces attestations, du coup, eux, ils ne vont pas bouger non plus. Parce que finalement, les gens viennent quand même. Exactement. Donc voilà, mais ça, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Ça, c'est quelque chose que chacun doit savoir et peut savoir jusqu'où il peut aller. Et pour savoir ça, il faut qu'il se pose des bonnes questions.